Radio-Média, son employeur à l'époque, par la journaliste Brigitte McCann du Journal de Montréal. Elle lui réclame 125 000 $ pour des propos qu'elle qualifie diffamatoires de Jean Lapierre à la suite de sa série de reportages sur le mouvement raélien. M. Lapierre aurait laissé entendre que Mme McCann aurait eu des relations sexuelles avec un garde du corps de Raël. Alors, ils seront de retour au Palais de justice, la Journée des femmes, le 8 mars. Du nouveau dans l'affaire de la voiture qu'on avait vue plonger dans la rivière Richelieu. La Sûreté du Québec a fermé aujourd'hui un tronçon de la route 112 pour sortir de l'eau la voiture qui avait plongé dans la rivière. C'était le 26 janvier dernier. Le corps de la conductrice, toutefois, n'a jamais été retrouvé. Jean-François Guérin, ça faisait déjà quelques jours qu'on préparait cette opération. Oui, en fait, on avait repéré la fourgonnette Dodge Ram au fond de la rivière. On la voyait dans l'eau. Il fallait trouver le moyen d'y accéder parce qu'il y a toujours la problématique des glaces et des forts courants. Donc, on a évalué ça depuis quelques jours. Et la Sûreté du Québec, qui coordonnait un peu tout ça, a fait appel à une entreprise privée. Vous voyez ces plongeurs qui font partie d'une entreprise, qui sont habitués, rompus à ce genre d'opération-là, qui sont donc sautés dans la rivière Richelieu, sont allés attacher des câbles après le véhicule et en début d'après-midi, finalement, on commençait à hisser le véhicule en dehors de la rivière Richelieu. Vous allez voir d'ailleurs, véhicule lourdement endommagé à la suite de cet accident survenu lundi dernier. Une opération donc qui aura pris en tout et pour tout environ 4 heures. La Sûreté du Québec avait un mandat de perquisition, évidemment, à faire des expertises sur le véhicule. Jean-François, on vient de voir des images. Ce sont les proches de la victime qui ont assisté à l'opération. Exactement. Son mari, je crois. Oui, le conjoint de Mme Lalonde qui était là, son fils également, des membres de la famille qui tenaient à être là. Pour eux également, c'est important. D'abord, c'est la première preuve tangible qu'il s'agit bel et bien, parce qu'on a beau dire que c'est elle. Oui. Je veux dire, il n'y avait pas de preuve. Là. On a le véhicule en main. C'est vraiment la première preuve tangible, comme quoi c'est bel et bien elle qui est impliquée dans l'événement de la semaine dernière. Et pour eux également, c'est important, parce qu'ils veulent prouver que ce n'est pas sa conduite ou l'état du véhicule qui est en cause. On a des doutes, évidemment, sur l'état de la barrière là, de ce pont. Mais vous allez l'entendre dans l'extrait qui va suivre. Pour le conjoint de Mme Lalonde, c'était une étape, mais c'est pas l'étape la plus importante. Moi, le principal, c'est vraiment qu'il retrouve mon épouse, qu'elle puisse sortir de l'eau, afin qu'on puisse tourner la page. Que pour l'instant, là, on ne vit plus. Là. Il n'y a plus rien qui fait. Il n'y a pas de certificat de décès. Il n'y a rien qui se passe. Là. Ça fait que tout est gelé. Puis pour l'instant, là, jusqu'au printemps, on ne peut plus rien faire. Là. Mais il pourrait y avoir encore des semaines, sinon des mois d'attente angoissante, parce que des recherches en vue de retrouver le corps, ça ne sera pas fait certainement avant le printemps. Merci beaucoup, Jean-François. Je vous en prie. Il y a quelques semaines, on avait à cette table le représentant de délateurs qui accuse des policiers de corruption. Bien là, on peut parler d'une grosse victoire pour ces délateurs. À regagner, c'est le ministère de la Sécurité publique qui va créer une unité d'enquête pour faire toute la lumière là-dessus. Oui, le ministre Jacques Chagnon de la Sécurité publique qui a annoncé la nouvelle aujourd'hui. Il s'agit d'une unité mixte. Alors, il y aura 7 enquêteurs de la GRC, de la Sûreté du Québec, de la Police de Montréal, et on aura même une procureure qui vient directement du ministère de la Justice qui va les aider, qui va les superviser. Les premiers résultats, on devrait les avoir à la fin de l'été. Celui que vous voyez, c'est le délateur Jim Boivin, qui est presque devenu un justicier masqué. Il a remis encore une fois aujourd'hui au gouvernement et à Jean-Pierre Charbonneau, le député de l'opposition, une autre cassette avec des allégations de corruption. Alors, sur la cassette, aujourd'hui, c'est une dame, femme d'un délateur, qui dit qu'il y a eu des choses pas très, très correctes de la part de la police. Donc, ce sont de très, très graves accusations. Et le ministre Chagnon a décidé de prendre le taureau par les cornes. Mais même si les délateurs demandent une enquête publique, il n'y en est pas question. Ça va être uniquement une enquête de police, comme le dit le ministre Chagnon. Bien, on ne peut pas faire une enquête publique d'une enquête policière. C'est une enquête policière qu'il faut faire. C'est des allégations qui sont parfois criminelles. Alors, il faut investiguer pour savoir s'il y a des preuves qui sont en place. On ne fait pas ça. C'est pas télé-réalité, là. Est-ce qu'on donne un temps précis à ces enquêteurs pour mener, mener cette enquête? M. Chagnon parlait des premiers résultats à la fin de l'été, mais ce que disent les délateurs, c'est qu'il y aura d'autres révélations au cours des prochaines semaines, des révélations, nous dit-on, qui pourraient compromettre un important procès, celui des bandidos, qui se poursuit présentement à Laval. Merci, Harold. À plus tard. Au revoir. La couronne au procès de Robert Gillet demandait au juge sa récusation. Elle se fait plutôt servir une autre bonne leçon. Et il n'y aura pas de voyage en Afghanistan pour les soldats drogués de Valcartier. Quoi de neuf, docteur? Qu'est-ce qu'on fait pour prévenir? On essaie de prendre la bonne quantité de calcium, vitamine D ajustée pour l'âge et on essaie de conserver l'activité physique avec des exercices avec poids.
Quoi de neuf, docteur est une présentation des centres santé situés chez Loblaws et certains Provigo du Québec. C'est censé l'heure, et d'ailleurs, on en parle avec François Charon. Histoire de fille, une présentation des restaurants. Dans le dossier de prostitution juvénile à Québec, le juge Fraser Martin avait tenu des propos assez durs à l'endroit de la Couronne. Assez clair. Assez clair. Et puis, la Couronne avait demandé à ce juge de se récuser. Ben voilà, il refuse de le faire dans le cas de Robert Gillet et des 8 autres présumés clients. En fait, Sophie Bérubé, la Couronne n'a pas réussi à convaincre le juge de sa partialité. Bon, je pense qu'on a un petit problème de son. On va revenir à vous, Sophie, dans quelques instants, le temps qu'on rétablisse la communication sonore. Est-ce que Colette est prête, elle? Oui. Oui, allez-y Oui. donc pour nous parler de cette belle journée qu'on a eue avant que la neige nous revienne. Vous avez très bien su. Écoutez, Pierre, il y a un bon système. Vous le saviez, hier, on en parlait là, du système dépressionnaire qui remonte la côte est américaine. Je vous expliquerai pas vraiment toute la situation puisque c'est un système très complexe qui va se séparer en deux. Et bon, je vous résume ce qui va se passer. La neige devrait commencer demain sur l'extrême sud-ouest du Québec. On parle de bonnes accumulations. Je vous dirais qu'entre midi, vendredi et minuit, il devrait tomber entre 10 et 15 cm de neige. Ce sera venteux. Encore un petit peu de neige pour la fin de semaine. Et là, ce sera plus doux. Tous les détails plus tard. On pourra faire du sport de plein air. Et pourquoi pas? Ben oui. Sophie, la communication est établie avec vous. Alors, parlez-nous de cette décision du juge Fraser Martin de ne pas se retirer du dossier. Dans le fond, le juge est allé un peu dans le même sens que la défense, qui a fait une comparaison intéressante avec le hockey. Comme quoi, ce n'est pas parce qu'un arbitre donne des punitions ou rappelle à l'ordre certains joueurs qu'il est pour autant partial. Et c'est ce que le juge dit. Ce n'est pas parce qu'il a critiqué le travail des policiers de la Couronne en disant qu'ils avaient manqué d'objectivité dans leur enquête qu'il était pour autant partial. Et où la Couronne pensait marquer des points surtout et où elle a échoué, c'est sur l'apparence de partialité en disant que le public qui avait suivi cette affaire-là dans les médias n'aurait plus confiance dans la suite des procédures si c'était Fraser Martin qui restait dans le dossier. Bien, encore une fois, Fraser Martin a répondu que ce n'était pas aux journalistes, aux chroniqueurs judiciaires et à monsieur, madame, tout le monde de déterminer sa partialité, qu'il était capable de le faire et qu'il croyait sincèrement qu'un public bien informé ne douterait pas de sa capacité à présider la suite des procédures dans le cas de Robert Gillet et de 8 autres présumés clients. Alors, ça reprend quand? Bien, le juge était déjà prêt à reprendre du service. Dès demain et lundi, il va entendre une panoplie de requêtes des accusés, dont celle de ceux qui veulent surtout subir leur procès de façon séparée. Alors, on va être au Palais de justice demain matin, encore une fois. On vous suivra, Sophie. Merci. Au revoir. Au revoir. Des adieux déchirants pour une mère dont les enfants sont morts dans un incendie aux allures criminelles. Et la police de Floride détient un suspect, mais cherche toujours la victime. Il était une fois un vilain personnage qui inventa les taxes. Pas besoin de dire qu'il n'était pas populaire. Tous avaient espéré que ces taxes seraient temporaires, mais des siècles plus tard, nous les payons toujours. Au lieu d'attendre un changement soudain dans l'univers, nous avons créé l'événement Dodge Caravan. Vous économiserez l'équivalent de la TPS et de la TVQ à l'achat de n'importe quel modèle Caravan et Grande Caravan 2004, édition anniversaire ou équipé d'un lecteur DVD. Épargnez gros sur la mini-fourgonnette la plus vendue au pays. En économisant l'équivalent de la TPS et de la TVQ à l'achat d'une Dodge Caravan, tout le monde est heureux, sauf l'homme qui, jadis, inventa les taxes. Profitez de l'événement Dodge Caravan dès maintenant. Fin. Bonjour! Il faut toujours retourner à la famille. Je peux t'assurer qu'ils ont tout pour réussir. Ils avaient tout pour vivre le rêve américain. Ça, c'est ton arme. Avec ça, tu marcheras vers la gloire. Une famille pas comme les autres. Tu ne peux plus les frapper maintenant. La destinée des Jackson est plus grande. La famille Jackson en rafale. Ce jeudi et ce vendredi 20h à TVA. Bien, vous vous souvenez sans doute, Pierre, de cette descente surprise qu'on avait effectuée à la base de Valcartier la semaine dernière, alors que des militaires se préparaient à partir pour l'Afghanistan. Bien, il y a du nouveau. 19 soldats de la base de Valcartier, près de Québec, ont échoué à un test antidopage mené plus tôt cette semaine. La majorité de ce groupe devait rejoindre les troupes en Afghanistan, mais restera finalement au pays. Un test antidopage qui avait été fait sur 29 militaires suite à la découverte d'une petite quantité de stupéfiants en début de semaine. Je joins à Valcartier le capitaine Mario Couture, qui est officier d'affaires publiques du 5e groupe Brigade mécanisée du Canada. Monsieur Couture, quelle drogue a-t-on retrouvé lors de la perquisition, au juste? Nous n'avons aucun détail quant à la drogue qui a été trouvée, ni dans la saisie, ni dans les tests d'urine qui ont été prélevés un peu plus tôt cette semaine. C'est-à-dire que vous n'en connaissez pas la nature?
Pas encore, non. Le laboratoire nous a affirmé que les résultats arriveraient possiblement en début de semaine prochaine. Bon, alors, dites-moi quelles sanctions maintenant risquent les militaires qui ont échoué ce test? Bon, écoutez, ça peut aller de l'extrême, le congédiement, ça peut aller les mesures administratives, ça peut être des accusations cour martiale, ça peut être une réhabilitation aussi si on détermine qu'un individu peut être habilité, il ne présente pratiquement aucun risque de rechute. Qu'est-ce qui va établir, M. Couture, qu'on aille vers le plus sévère ou le moins sévère? Bien, ça va dépendre du dossier comme tel. Ça va dépendre de ce qui va avoir été trouvé durant l'enquête. C'est tous ces facteurs-là qui rentrent en ligne de compte. Dites-moi, est-ce que c'était des soldats ou des officiers qui ont échoué le test? Je n'ai pas cette information-là. Tout ce que j'ai, c'est le nombre de tests échoués en vertu du nombre de gens qui ont passé le test. Pour qu'il y ait eu perquisition, il devait y avoir des soupçons. Est-ce que ça se parlait? Est-ce que vous avez des informations à nous communiquer là-dessus? Non, parce qu'en fait, il y avait enquête. C'est de l'information qui avait été passée, qui avait été portée à notre attention. Et basée sur la véracité de l'information et la solidité de la provenance de l'information, le raid a été effectué lundi dernier. Oui, mais c'est quand même pas une procédure courante que de faire des tests antidopage, hein? Bien, ça se fait à l'occasion lorsque les informations sont à l'effet qu'il y a effectivement un risque potentiel élevé là, que des gens utilisent des substances illicites. Mais quand on dit là, 19 sur les 29, l'ampleur doit vous surprendre quand même un peu. Oui, mais il faut mettre en contexte le fait qu'on a ciblé 30 personnes seulement à l'intérieur d'un bataillon qui en compte 600. Oui, mais quand même, ça veut dire que si on regarde la proportion, si vous aviez étendu votre échantillonnage à plusieurs, le chiffre serait encore peut-être plus élevé. Peut-être. Peut-être pas. Mais si demain on se met à dire, et vous voyez des caricatures comme quoi on se la coule douce à Valcartier, c'est le cas de le dire, vous n'en serez pas surpris, j'imagine. Ben, je trouve que ce serait une représentation pas très représentative des quelques 4200 militaires d'ici qui sont déployés aux quatre coins du monde depuis des années. Bon, dernière question. C'est vraiment officiel? Tous ceux qui ont été pris flagrant délit, là, ne partiront pas pour l'Afghanistan? Oui, ça, c'est officiel. Merci beaucoup, M. Couture. Merci, au revoir. À Ottawa, aujourd'hui, c'était les funérailles de ces deux enfants morts vendredi dernier dans l'incendie criminel de leur résidence. Mais là, on m'informe, Claude, qu'il y a eu un incident survenu après la cérémonie religieuse dans un restaurant où il y avait réception des membres de la famille. C'est un homme qui aurait tiré un ou des coups de feu, ce que l'on me dit, et puis une personne aurait été atteinte à la jambe, homme, et il a ensuite pris la fuite. Alors, on aura d'autres détails à 18h. Notre équipe de CHOT est là-bas. Mais pour revenir sur ces funérailles ce matin, on doit dire que ce sont des centaines de personnes, de nombreux enfants qui ont rendu un dernier hommage aux petites victimes, Cole et Chelsea Rogers, âgés de 7 et 10 ans. L'église était pleine à craquer. Il y avait beaucoup d'émotions. Les gens avaient peine à retenir leurs larmes. Vous vous rappelez 4 personnes qui ont été arrêtées en rapport avec cet incendie, dont l'ex-conjoint de la mère des enfants. Alors, pour les proches des victimes, le drame est très difficile à vivre et on voit même qu'il y a eu des suites aujourd'hui. En Floride, l'individu qui a été arrêté en rapport avec l'enlèvement d'une fillette de 11 ans refuse de collaborer avec la police. Alors, les forces de l'ordre croient que l'homme de 37 ans serait bel et bien celui que l'on voit sur ces images captées par une caméra de surveillance, le montrant avec la jeune fille. L'individu au lourd passé criminel était sorti de prison en janvier 2003 pour possession de drogue. Quant à la jeune fille, elle n'a pas encore été retrouvée. Au retour, Claude Charron tente de déterminer la vraie couleur du nouveau candidat libéral dans Outremont. Et puis, quand un ami se noie sous vos yeux, il faut savoir en tirer les bonnes leçons. Les motoneiges, c'est grisant faire ça, c'est le fun, c'est plaisant. Mais ce qu'on sait pas, c'est qu'il peut arriver des drames avec ça. J'ai choisi le PEI parce que ça m'apportait un bon... Les bons magasins. À 17h25, le commentaire de Claude Poirier. Claude, c'est pas la première fois. Vous aviez soulevé ça vous-même, le cas de ces délateurs qui dénoncent des policiers véreux. Oui, et moi, je pense que c'est une bonne décision aujourd'hui. On sait que le ministre de la Sécurité publique avait dit en Chambre, il y a quelque temps, avant les fêtes,
à une question du critique en matière de justice du Parti québécois, Jean-Pierre Charbonneau, c'était exact qu'il avait reçu des cassettes et que dans ces cassettes-là, il y avait des déclarations faites des anciens délateurs, des témoins, ce qu'on appelle les témoins spéciaux du gouvernement. Le ministre avait dit oui, qu'il avait demandé à la Sûreté du Québec de faire enquête. Il y a quelques jours, on apprenait que la Sûreté du Québec n'avait pas écouté ces bandes-là. Alors aujourd'hui, il était coincé, même s'il a mis Maître Boisvert pour faire enquête sur cette affaire. Il a annoncé la création d'une escouade régionale mixte qui va avoir pour mandat d'enquêter sur les déclarations sur bande qui a été fait par certaines personnes qui ont déjà travaillé, entre guillemets, pour le ministère de la Justice comme témoins délateurs ou témoins spéciaux du gouvernement. Et ce qui est intéressant, Pierre, dans tout ça, c'est que cette escouade-là va être composée d'abord de 2 membres de la Gendarmerie royale du Canada, 2 policiers de la police de Montréal et 3 policiers de la Sûreté du Québec. Mais ce n'est pas n'importe quel policier. C'est ça qui était très important. Ce sont des policiers qui sont appelés dans le passé à enquêter puisqu'ils font partie des bureaux des enquêtes internes de ces corps policiers. Donc, on sait que les enquêtes internes répondent directement au directeur de police de chaque corps policier. Il y aura également un point important, c'est un avocat de Québec, Maître Lebel, qui est considéré comme un excellent juriste. Maître Lebel est au ministère de la Justice. Lui, il va conseiller ces gens-là. Je sais que le groupe de Jim Boivin voudrait une commission d'enquête publique. Je suis de ceux qui pensent qu'on doit peut-être aller publiquement. Mais déjà, il y a un grand pas de fait parce que s'il y a des policiers qui ont posé des gestes tels que dénoncés par d'anciens délateurs, ces gens-là doivent faire face à la musique. On verra ce que ça va donner. J'espère que ça ne prendra pas 6 mois avant d'avoir un résultat, Pierre. Merci, Claude. Au revoir, Pierre. On peut pas dire que c'est une très grande surprise. Beaucoup de gens s'en doutaient. C'est maintenant officiel. Jean Lapierre revient en politique et deviendra l'homme fort des libéraux de Paul Martin au Québec. Il est avec nous. Jean, soyez le bienvenu. Merci. Jean, dites-moi, la critique, le commentaire qu'on entendait le plus souvent depuis l'annonce ce matin, c'est opportunisme. Les gens disaient, il sait toujours se placer du bon côté, puis il sait toujours se retirer quand c'est pas rentable, aller faire un peu d'argent, puis là, il retourne parce que là, il sait qu'il va avoir un portefeuille intéressant. Mais Claude, vous connaissez la politique comme moi et vous connaissez le monde des médias. Je pense que l'opportunité est beaucoup plus du côté du monde des médias. Moi, si j'ai décidé de revenir à la politique, c'est parce qu'il y a une occasion de servir. Franchement, dans mes ambitions personnelles, je voulais boucler ma boucle un jour, peut-être à 55 ans, où tu dis, on donne le dernier coup. J'ai toujours dit, moi, il y a 2 moments pour faire de la politique. Quand on est jeune et qu'on n'a rien à perdre, ou quand on est plus vieux et qu'on a tout à donner. Sauf que là, j'arrive dans les circonstances où le premier ministre Martin me dit, Jean, j'aimerais que tu viennes servir avec moi, j'aimerais que tu sois lieutenant québécois, et en même temps, que tu puisses nous aider à bâtir une équipe, premièrement, puis ensuite, livrer la marchandise. Jean, si ce n'est pas d'opportunisme, alors expliquez-moi pourquoi, par exemple. À un moment, vous avez cru dans vos convictions, si c'est ce genre de convictions dont on parle, qu'il fallait quitter le Parti libéral et aller du côté du bloc qui se créait à ce moment-là, qui n'est pas le bloc qu'on connaît maintenant, j'en conviens avec vous. Mais ces convictions qui vous avaient conduit là, c'était celle de l'échec du lac Meech, hein? Oui. Il n'y a rien qui dit que le lac Meech va être réparé maintenant. Au contraire, autant à Québec qu'à Ottawa, on dit qu'on ne veut plus toucher à ça. Puis vous, le premier ce matin, vous l'avez répété encore. Donc, ça vous fait plus rien que le lac Meech ait été échoué maintenant? Mais il y a 12 ans, j'étais enragé. On ne peut pas dire aujourd'hui, franchement, il faut en revenir. Ça ne donne rien de bouder le restant de nos jours. La seule chose, c'est que ceux et celles qui étaient responsables, que je tenais pour responsables de l'échec du lac Meech, notamment M. Chrétien, notamment des gens autour de lui, ils sont plus là. Oui, mais est-ce qu'on va corriger ce qui vous avait choqué à l'époque? Corriger, à ce moment-ci, réouvrir le dossier constitutionnel, je ne crois pas. Et je ne vois pas pourquoi on le ferait, parce qu'il n'y a pas de demande du Québec. Vous n'y tenez plus, autrement dit, vous n'y tenez plus. Je me dis, est-ce qu'on est capable, pratico-pratique, de livrer la marchandise? Il y a un gouvernement à Québec qui a des choses, il y a surtout une population qui a des besoins, et je ne m'enfargerai pas dans le dossier constitutionnel pour ressortir encore une fois. Donc, c'est pas important, là. C'est devenu pas important. Ce qui vous avait un jour fait rompre avec votre famille, aujourd'hui, vous vous en foutez comme vous êtes première chemise. C'est pas ça. C'est parce que le dossier constitutionnel n'est plus une priorité, ni pour moi, ni pour les Québécois à ce moment-ci. Non, je parle de vos convictions. Oui, mais je comprends, mais on n'est pas pour radoter le restant de nos jours. Vous, j'imagine que pourquoi vous vous êtes battu il y a des années, ici, vous faites une nouvelle job. Moi, là, je me dis, le Québec a besoin d'un groupe d'hommes et de femmes pour prendre sa place à Ottawa. On veut que le système fonctionne. On a un gouvernement qui veut collaborer. Et là, la Constitution, on n'est pas mûr pour ça à ce moment-ci. Je ne vois pas de consensus au Canada. Je ne vois pas de consensus au Québec sur la Constitution. Donc, réglons les problèmes pratico-pratiques. Il y a des problèmes pratico-pratiques dans tous les domaines. Regardez, en santé, Paul Martin parlait de la nécessité. Le fédéral met beaucoup de conditions en vertu de la loi canadienne sur la santé. Mais
passe pas nécessairement à la caisse comme il devrait, et il y a des choses qui doivent être modifiées dans tout le système à travers le pays. C'est en train de craquer de partout. Que ce soit l'accès à l'éducation postsecondaire, que ce soit les infrastructures, on est à Montréal. Regardez l'état des infrastructures. Et là, vous pataugez à plein d'incompétences provinciales. Pas Dans du les tout. 3 exemples que vous avez donnés, là, c'est Québec qui doit s'en occuper. Certainement, avec des ententes, mais on sait que la Ville de Montréal n'a pas les moyens, juste avec la taxe foncière, de continuer d'entretenir. Regardez le métro. Il n'a pas été renippé depuis 1967. Regardez l'état du réseau d'égouts d'aqueduc. Regardez les rues. Il faut trouver des solutions nouvelles en respectant les juridictions provinciales. Ça, c'est une chose que mon passage au Bloc m'a donné. Ça m'a certainement renforcé dans le nationalisme qu'on peut développer. Une dernière question avant qu'on se quitte. Est-ce que vous avez peur ou pas peur que des déclarations, des commentaires que vous avez fait abondants pendant 12 ans de temps viennent vous hanter bientôt? Non. Je vais vous dire franchement, ce que j'ai dit, je l'ai dit avec abondance du cœur et je suis le même homme aujourd'hui. Je vais vivre avec ça. Là, si la loupe va être sur vous, là, c'est pas vous qui allez analyser, c'est les autres qui vont analyser vos propos. On change de bord. C'est bon, merci. On aura l'occasion de vous voir parce que la campagne électorale va être longue, j'ai l'impression. C'est déjà parti. Merci. Merci. Jeudi soir dernier, il y a un motonogiste qui plongeait dans les eaux glacées du lac des Deux-Montagnes. Le corps de Samuel Samuelson, 58 ans de Montréal, n'a d'ailleurs toujours pas été retrouvé. Et le lendemain, vous vous en souvenez, plusieurs même avaient soulevé, comme la Fédération, par exemple, des clubs de motoneigistes du Québec, que c'était là la preuve que de plus en plus de motoneigistes sont téméraires, vont sur les glaces au moment où c'est très fragile. Cette déclaration a fait bondir celui qui accompagnait M. Samuelson le soir de ces événements. Hélène Drainville, vous avez rencontré Paul Hudon aujourd'hui. Il en a gros sur le cœur. D'abord, Pierre, c'est un homme encore sous le choc que nous avons rencontré. Monsieur Hudon, en plus de pleurer son ami, se dit très choqué des propos tenus par l'Association des motoneigistes du Québec. Comment, dit-il, quelqu'un peut parler de témérité sans même avoir pris la peine de prendre le téléphone et de dire qu'est-ce qui s'est passé vraiment, de demander aux principaux concernés qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Monsieur Hudon explique cette tragédie-là par le manque de signalisation qu'il y avait ce soir-là. Aujourd'hui, nous sommes retournés avec lui sur les lieux. Une entrevue émouvante. Voici ce que ça a donné, Pierre. Le chemin, là, il s'en va par là, puis après ça, il bifurque par là. Okay. Parce que le pont des Lots tout à l'autre bout. Alors, fait que là, nous autres, on s'en revenait. Oui. Puis sauf que ça, puis là, ça poudrait, mais là, on l'avait dans le dos. Mais là, quand on est arrivé ici, là, d'après moi, on a passé entre 2 poteaux, on les a jamais vus. Alors, vous auriez dû tourner dans cette direction-là. En plein ça. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez continué. On est dit à mon chum, j'ai dit Sam, on va y aller tranquillement parce que là, on est fourré. Là, à un moment donné, je l'ai vu, là, pas clencher, mais il a accéléré. J'ai dit, ta voix, il s'est reconnu. Puis là, à un moment donné, là, il roulait. Là, j'ai vu la lumière allumée. Puis après ça, plus de lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes avancé, puis là, vous avez vu... La lumière, lui, était disparu. Là, je l'ai vu patauger dans... J'ai vu patauger dans l'eau. Il se débattait. Fait que j'ai dit, Sam, enlève ton casque. Puis j'ai dit, Christy, moi, j'avais une corde à peu près. J'avais une corde dans mon skidoo d'à peu près 25-50 pieds. Fait que là, j'ai lancé la corde, mais d'après moi, il l'a jamais vu parce que la corde a tombé bien proche de lui. Puis quand j'ai voulu relancer la corde une deuxième fois, là, la corde a arrêté à peu près, je dirais peut-être une quinzaine de pieds en avant de lui. Puis là, je l'ai vu couler. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Non. D'après moi, il n'était pas capable de parler. Vous savez que tomber dans l'eau un soir, là... Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez appelé les secours tout de suite? J'ai vu, là, j'ai dit ça, mais c'est pour me revenir. Là, je me suis en allé au Centenaire, parce qu'il y avait bien du monde là-bas. Là, j'ai dit, y a-tu un téléphone ici? Là, j'ai dit, là, appelez la police, là, mon chum. J'ai dit, mon chum est dans le lac à l'autre bout. Fait que là, ils ont appelé les secours. Ce que vous dites, c'est que cette signalisation-là, elle n'était pas là la semaine dernière. Que non. Ils en auraient rajouté depuis l'accident. Ben là, écoutez, là, je les comprends, j'aurais fait pareil moi aussi. C'est mieux d'en mettre plus que pas assez dans mon livre à moi. C'est ce qui s'est passé dans votre cas, il y en avait pas assez, selon vous. Écoutez, moi, je déduis que ça. Puis je suis pas tout seul à penser ça. Tout ce que je souhaite, là, je veux pas lancer de roche à personne, moi. Mais tout ce que je veux, c'est peut-être d'éviter un autre qui se pitche à l'autre bout, par exemple. Ça serait peut-être le fun, ça, qu'il n'y en aurait pas d'autres, là. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous avez peut-être été téméraire? Non, c'est pas vrai. Puis surtout en skidoo, c'est dangereux. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de la témérité. Ça, je vous le concède. Mais j'embarque pas dans cette catégorie-là. Puis quand je vois le président de l'Association des motoneiges du Québec, là,
mentionner, ou son acolyte, là, dire que tous ceux qui se tuent ou qui se noient à la motoneige, c'est tous des téméraires. Mais il pourrait peut-être y penser par 2 fois avant de dire des niaiseries de même. Parce qu'à un moment donné, ça pourrait arriver à un de ses proches, puis il va trouver ça bien moins drôle. Un témoignage qui fait réfléchir, Annie. JE Extra, vous vous penchez ce soir sur la signalisation. Qui est responsable de cette signalisation sur les sentiers? Et est-ce qu'on a des recours si on pense qu'il y a eu négligence? Mais premièrement, ce sont les clubs de motoneige qui sont responsables de la signalisation des sentiers. Vous savez, au Québec, on a 33 500 kilomètres de sentiers répartis dans 13 régions du Québec. On compte environ 230 clubs de motoneige et ce sont eux qui sont responsables de la signalisation et de l'entretien des pistes aussi. Donc, si l'on croit qu'il y a eu négligence dans la signalisation ou l'entretien, c'est le club de motoneige qui est responsable de cette portion de territoire où a eu l'accident qui peut être poursuivi. Mais comme toujours, on doit cependant prouver, démontrer qu'il y a eu négligence et que cette négligence a causé le préjudice. Et ça, c'est pas tout le temps facile. Deuxièmement, la signalisation sur le sentier a autant force de loi que celle que l'on retrouve le long de la route. Celle que l'on retrouve le long des sentiers de motoneige, elle est régie par la loi sur les véhicules hors route du ministère des Transports. Donc, on doit autant respecter les panneaux que vous voyez le long d'un sentier de motoneige que ceux que vous voyez quand vous conduisez une automobile. Troisièmement, ce sont les policiers et les bénévoles qui appliquent la loi. Vous avez les policiers de la Sûreté du Québec qui peuvent patrouiller les sentiers. Vous avez aussi les policiers municipaux qui peuvent patrouiller les sentiers et qui font respecter le code de la route sur les sentiers. Ils donnent évidemment des constats d'infraction, mais ils sont aussi aidés par 1800 agents de surveillance qui sont nommés par la Fédération des motoneigistes du Québec, mais qui sont formés par la Sûreté du Québec. Par contre, ces gens-là n'ont pas le pouvoir d'émettre des constats d'infraction, mais quand ils sont témoins d'une infraction, ils peuvent apporter cette information-là à la police et la police, le policier, peut uniquement, basé sur le témoignage de l'agent, émettre un constat d'infraction. Merci, Annie. Au revoir. Au revoir. De passion, de sensualité, de plaisir. Pays de tous les extrêmes. Pour voir et comprendre la peur et l'angoisse. La compétition va être bien forte. On va travailler fort. Voyez de l'intérieur des concurrents qui sont prêts à risquer l'impossible. Voyez les coulisses de Facteurs de risque, ce lundi 21h à TVA. Une présentation de Pontiac et d'Ameublement Tanguay. Paul Martin se réjouissait aujourd'hui du retour au Parti libéral de Jean Lapierre. Je suis d'ailleurs, il y avait des militants libéraux à la conférence de presse ce matin, Pierre, où je suis allé pour voir, parce que, comme je disais tantôt, c'était pas une grande surprise. Alors, Jean Lapierre, vous venez de le voir peut-être à l'instant, était tiré à 4 épingles, pas un poil qui retroussait. Il avait l'air d'un premier communiant ce matin. Si on n'avait pas su qu'il avait déjà essayé plusieurs balustrades et que celle-ci n'en était qu'une parmi d'autres, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Bon, moi, je ne doute pas que ce grand parleur sera d'une utilité certaine à la machine libérale québécoise. Vous allez me dire, il n'y en avait pas besoin, ils sont déjà premiers depuis plusieurs mois dans les intentions de vote et dans le nombre de députés élus au Québec. Mais on a toujours besoin d'un politicien né comme Jean Lapierre. C'est un gars qui aime haranguer et séduire ses auditeurs. Il sait quoi dire de chacun, en bien ou en mal, se trompe rarement de cible pour ses compliments ou pour ses flèches. Si on dit de lui qu'il a des amis partout et un carnet d'adresses où abondent les millionnaires, ben c'est qu'il a travaillé fort à se faire accepter d'eux. Alors, c'est sûr qu'il aimait parler au micro ou à la caméra, même si les codes d'écoute devaient le décevoir sûrement. Mais il l'a dit ce matin devant les journalistes, le contact avec le monde lui manquait. Et il est visiblement heureux de retrouver le terrain, comme il nous disait. Alors attention, là, dans les clubs d'âge d'or et les centres commerciaux, il y a une puissante machine à donner des becs qui vient d'être lâchée douce. Paul Martin a déjà fait de Jean Lapierre son lieutenant au Québec. En clair, ça veut dire qu'il doit repousser le Bloc québécois à sa plus petite expression et ne lui laisser littéralement que la peau et les os à la fin de la campagne électorale. C'est un gars qui peut le faire, mais la résistance nationaliste, à mon avis, va se durcir plutôt que de ramollir quand la date des élections va se rapprocher. Jean Lapierre ne devrait donc pas
promettre mer et monde à ceux qui l'accueillent aujourd'hui comme un enfant prodigue. Il serait le premier à expliquer, dans un de ses fameux commentaires auxquels il nous avait habitués, que le Québec est ainsi fait, que son envie de suivre le reste du Canada est permanente, mais que la nécessité d'afficher sa différence l'est encore plus. Moi, je ne crois pas que son court passé bloquiste va lui être nuisible. Son explication que le Bloc était alors une coalition circonstancielle après l'échec de Meach tient la route, à mon avis, et le Bloc ne réussira pas à en faire un plat. Son plus grand adversaire, il est peut-être en lui. Quand ce matin, il s'autoproclamait le commentateur le plus influent au Canada et qu'il était fréquent à Ottawa, nous disait-il comme exemple, de voir 3 ou 4 limousines ministérielles stationnées à la queue leu-leu à l'heure de son commentaire matinal, parce que, nous a-t-il expliqué, il n'y a que dans les voitures qu'on puisse capter ces cassés dans la capitale canadienne. Ben, disons que la nouvelle coqueluche libérale ne s'est pas alors étouffée avec son humilité. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer.